Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.1 du semestre 1, Biologie fondamentale, sorti en janvier 2019 à l'Université de Bordeaux. Bienvenue dans LA nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1, la matière, l'atome et les bases chimiques. Imagine que tu ouvres une boîte de Lego. Tout ce que tu vois, toutes les formes possibles, viennent toujours des mêmes briques de base. En science, ces briques s'appellent les atomes. Un atome, c'est une mini-planète. Au centre, il y a le noyau. Autour gravitent des électrons chargés négativement. Un atome est électriquement neutre. Ça veut dire une chose très précise et très piégeuse en QCM. Un atome possède autant d'électrons que de protons. Pas plus, pas moins. Dès que ce n'est plus le cas, ce n'est plus un atome, c'est un ion. Pour écrire un atome, on utilise une carte d'identité chimique, avec un grand X, un petit A en haut et un petit Z en bas. Le X, c'est le symbole de l'élément chimique, comme Na pour le sodium, Cl pour le chlore, Ca pour le calcium, N pour l'azote, F pour le fluor. Ces symboles sont du par cœur pur. Ils tombent tout le temps. Tous les atomes s'assemblent pour former la matière. Et la matière peut exister sous 3 états. L'état solide, très ordonné, comme une foule immobile. L'état liquide, un peu moins ordonné, comme des gens qui marchent lentement. Et l'état gazeux, complètement désordonné, comme une foule qui court dans tous les sens. Gros piège, l'état gazeux n'est pas un état ordonné. Et l'état liquide n'est pas l'état le plus ordonné. C'est l'état solide qui est le plus ordonné. Quand la matière change d'état, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Quand elle passe de liquide à vapeur, on parle d'un changement d'état. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, quand plusieurs atomes s'assemblent, ils forment des molécules. Si la molécule contient un seul type d'élément chimique, on parle de corps simple. O2, c'est un corps simple. Na, c'est un corps simple aussi. Mais H2O, non. Ce n'est pas un corps simple, parce qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Pour s'assembler, les atomes utilisent des liaisons chimiques. La plus fréquente dans le vivant est la liaison covalente. Et la définition est très claire. La liaison covalente résulte de la mise en commun de 2 électrons par 2 éléments chimiques. C'est comme 2 personnes qui se tiennent la main. Passons maintenant à la partie 2. Les ions, les isotopes et transport passif. Quand les particules bougent sans moteur. Imagine maintenant que les atomes vivent dans une grande ville. Normalement, chaque atome est calme, équilibré, autant d'électrons que de protons. Mais parfois, un atome perd ou gagne un électron. À ce moment précis, il change de statut. Il devient un ion. Quand un atome perd des électrons, il devient positif. On l'appelle un cation. Quand un atome gagne des électrons, il devient négatif. C'est un anion. Et piège classique en QCM, même quand un atome devient un ion, le nombre de protons ne change jamais. Un anion possède autant de protons que l'atome dont il provient. Seuls les électrons bougent. Prenons le sodium. À l'état normal, Na possède 11 électrons.
S'il devient Na+, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Il n'en a donc plus que 10. Jamais 12. Ce piège tombe tout le temps. Il existe aussi des ions faits de plusieurs atomes. Par exemple, CO3-2-. C'est un ion polyatomique. Maintenant, regardons les isotopes. Imagine des jumeaux, même visage, même prénom, même famille, mais pas exactement le même poids. Les isotopes sont des atomes d'un même élément chimique, qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc, attention, ils n'ont pas le même nombre de masses. C'est le piège. L'abondance isotopique, c'est la proportion de chaque isotope dans la nature. Et en général, l'isotope le plus abondant est le plus stable. Un exemple mythique à connaître, le deutérium est un isotope de l'hydrogène. Maintenant, on entre dans la cellule. Et là, tout devient une question de passage de frontières. La cellule est entourée par une membrane. Certaines substances passent sans effort, sans énergie, sans moteur. C'est ce qu'on appelle les transports passifs. Le premier, c'est la diffusion. La définition est simple et tombe mot pour mot. La diffusion correspond au passage de molécules d'un lieu où elles sont très concentrées vers un lieu où leur concentration est plus faible. Image mentale, une goutte de parfum dans une pièce. Au début, l'odeur est très forte à un endroit, puis elle se répartit partout. Attention au piège classique, la diffusion n'est pas un transport actif. Elle ne consomme pas d'ATP. Et sa vitesse dépend de deux choses très concrètes. La taille de la molécule et la température. Autre transport passif, la filtration. Elle fonctionne comme un filtre à café. C'est un mécanisme passif, basé sur des pressions. Et en physiologie humaine, elle se produit au niveau des capillaires sanguins. Pas ailleurs. Et maintenant, le plus important pour les QCM, l'eau. Le déplacement de l'eau à travers une membrane s'appelle l'osmose. Et la définition officielle est incontournable. L'osmose correspond au déplacement de l'eau à travers une membrane à perméabilité sélective. L'eau se déplace toujours d'un endroit où il y a beaucoup d'eau vers un endroit où il y en a moins. Autrement dit, d'une zone peu concentrée en soluté vers une zone très concentrée en soluté. Contrairement à un piège fréquent, l'eau peut traverser la membrane plasmique. Elle le fait notamment grâce à des protéines spécialisées appelées aquaporines. À retenir, les aquaporines ne sont pas des protéines extrinsèques. Ce sont des protéines transmembranaires. L'osmose continue jusqu'à ce que deux forces s'équilibrent. La pression osmotique qui attire l'eau vers l'intérieur et la pression hydrostatique qui pousse l'eau vers l'extérieur. Quand elles sont égales, la cellule garde un volume stable. C'est ce qu'on appelle une solution isotonique. Dans ce cas, la cellule conserve sa forme habituelle et son volume normal. Comme un globule rouge dans une solution de NaCl à 0,9%. Donc une solution à 0,03%, ce n'est pas isotonique. Si le milieu extérieur est trop concentré, on parle de solution hypertonique. L'eau sort de la cellule. Elle se ratatine. Si le milieu est trop dilué, la cellule gonfle et peut éclater.
Partie 3, la membrane plasmique, la frontière vivante de la cellule. Imagine maintenant chaque cellule comme une maison ultra sécurisée. Elle a besoin de laisser entrer certaines personnes, d'en empêcher d'autres, et surtout de communiquer avec le quartier. Cette frontière s'appelle la membrane plasmique. Et première chose capitale, la membrane plasmique est présente chez toutes les cellules, pas seulement chez les eucaryotes. Donc l'item uniquement chez les eucaryotes est faux. Son rôle est fondamental. Elle régule le déplacement de substances vers l'intérieur et vers l'extérieur de la cellule. Elle crée et maintient un milieu propice à l'activité cellulaire normale. Elle intervient dans la communication entre les cellules et aussi entre la cellule et le milieu extracellulaire. Autrement dit, sans membrane plasmique, la cellule est perdue. Chimiquement, la membrane est un sandwich vivant. Et la définition exacte attendue en est la suivante. La membrane plasmique est composée de lipides et de protéines. Les lipides forment la structure. Les protéines font presque tout le travail spécialisé. Attention aux pièges fréquents, les protéines membranaires assurent la plus grande partie des fonctions spécialisées de la membrane. Les lipides membranaires sont surtout des phospholipides. On y trouve aussi du cholestérol et des glycolipides. Image mentale, une foule de petites allumettes. Chaque phospholipide a une tête hydrophile qui aime l'eau et 2 chaînes d'acides gras hydrophobes qui la fuient. Dans l'eau, ces phospholipides s'organisent naturellement en bicouches de phospholipides. Les têtes regardent l'eau, les queues se cachent au milieu, face à face. À retenir mot pour mot, les phospholipides membranaires s'organisent en bicouches de phospholipides de manière à avoir leur tête en contact avec le milieu aqueux et leurs jambes hydrophobes face à face. Autre piège classique, les chaînes d'acides gras ne sont pas toujours insaturées. Certaines sont saturées, d'autres non. Partie 4. La cellule et ses organites. Une usine parfaitement organisée. La cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du monde vivant. Tout ce que fait un organisme est dû à l'activité de ses cellules. Même respirer, même penser. Certains êtres vivants n'ont qu'une seule cellule. On les appelle unicellulaires. L'humain, lui, est pluricellulaire. À l'intérieur de la cellule, il y a le cytoplasme et dedans, des organites. Chacun avec une mission précise. Le réticulum endoplasmique granuleux, REG, est couvert de ribosomes. Il fabrique des protéines. Donc dire que le REG synthétise des lipides est faux. Le réticulum endoplasmique lisse, le REL, fabrique surtout des lipides. Il ne synthétise pas les protéines. L'appareil de Golgi, lui, est comme un centre logistique. Il modifie, trie, emballe et expédie les produits élaborés par le réticulum endoplasmique. Et c'est de lui que naissent les lysosomes. Les lysosomes sont des vésicules riches en enzymes.
Ils peuvent digérer des organismes pathogènes. Ils sont un peu les estomacs de la cellule. Partie 5. La mitochondrie, la centrale énergétique. La mitochondrie est une centrale électrique miniature. Elle produit l'énergie nécessaire à la cellule sous forme d'ATP. Piège important, la mitochondrie n'est pas spécifique des cellules anaérobies. Au contraire, elle est liée au métabolisme aérobie. À retenir absolument, la mitochondrie produit une molécule de stockage de l'énergie, l'ATP. Son génome est particulier. Le génome de la mitochondrie est d'origine maternelle. Toujours la mère, jamais le père. Les mitochondries ne sont pas réparties au hasard. La répartition des mitochondries dans une cellule dépend des besoins locaux en énergie. Un muscle en a beaucoup. Une cellule peu active en a moins. Enfin, la mitochondrie joue aussi un rôle clé dans la mort programmée des cellules, appelée apoptose. Partie 6. Le noyau, l'ADN et la fabrication des protéines. Le livre de recettes du vivant. Imagine que chaque cellule possède une bibliothèque centrale. Cette bibliothèque, c'est le noyau. À l'intérieur, le matériel génétique n'est pas rangé au hasard. Il s'appelle la chromatine. Et la définition est très précise. La chromatine est la forme que prend le matériel génétique qui remplit le noyau. Quand la cellule se prépare à se diviser, cette chromatine se compacte. Elle devient visible. Elle forme les chromosomes. Et là, autre définition officielle. Chaque chromosome est composé d'ADN et de protéines. Chez l'humain, piège redoutable. L'être humain est diploïde et possède 46 chromosomes. Pas 43. 46. Toujours. En interphase, la chromatine est décondensée, donc accessible aux facteurs de transcription. C'est à ce moment-là que la cellule peut lire ses gènes. Maintenant, comment passe-t-on de l'ADN à une protéine ? D'abord, il y a la transcription. Et la phrase attendue est quasiment mot pour mot. La transcription correspond au transfert de l'information contenue dans une molécule d'ADN, au niveau d'un gène, à une séquence complémentaire formée sur une molécule d'ARN messager. Attention au piège, la transcription se déroule dans le noyau, pas dans le cytoplasme. Ensuite vient la traduction. C'est le moment où le message devient action. La traduction permet de passer de l'ARN messager à la protéine. Elle se déroule au contact des ribosomes dans le cytoplasme. Le langage est simple mais strict. Il existe 20 acides aminés différents dans les protéines.
Un groupe de 3 nucléotides forme un codon. Et un codon est traduit en acide aminé. Quand tu vois un codon stop, tout s'arrête. C'est le point final de la phrase biologique. Partie 7, le cycle cellulaire, la mitose et la méiose. Se multiplier sans erreur. La cellule ne se divise pas n'importe comment. Elle suit un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire à mitose est composé de 2 grandes phases. L'interphase et la mitose. L'interphase est une phase de croissance cellulaire. La cellule grandit, se prépare, vérifie son ADN. Attention, oui, la qualité de l'ADN est surveillée au cours du cycle cellulaire. La mitose, elle, a un objectif très clair. Produire 2 cellules filles possédant chacune un lot de chromosomes identique à celui de la cellule mère. Des points de contrôle surveillent les moments clés. La transition G1S, G2M et métaphase-anaphase. Si quelque chose ne va pas, la division s'arrête. La méiose, elle, est une autre histoire. Elle ne concerne pas les cellules somatiques. Attention, les cellules somatiques ne se divisent pas par méiose. La méiose se déroule pendant la gamétogénèse. Son but est double. Diviser par 2 le nombre de chromosomes et assurer le brassage de l'information génétique. Si des erreurs se produisent, des aneuploïdies peuvent apparaître chez l'enfant. C'est une notion clé à connaître. Partie 8. Fécondation, développement et muscles. De la cellule au mouvement. La fécondation est une rencontre. Elle aboutit à la formation d'une cellule diploïde, le zygote. Elle permet aussi au gamète féminin de terminer sa méiose. La période embryonnaire est extrêmement sensible. Pour chaque appareil, il existe une phase critique. C'est fondamental en cas d'exposition à un facteur tératogène. À partir de la 3e semaine, 3 feuillets embryonnaires apparaissent. Et à partir de ces 3 feuillets, tous les tissus de l'organisme se développent. Enfin, parlons du muscle. La cellule musculaire striée contient une unité magique, le sarcomère. Le sarcomère est l'unité contractile du muscle strié. La contraction dépend d'un ion clé, le calcium. Attention, la contraction se produit lorsque la concentration en ion calcium est suffisante. Et sans énergie, rien ne se passe. L'ATP doit être disponible pour que la contraction musculaire ait lieu.
Partie 9. Nutrition. Nourrir le corps pour qu'il tienne debout. Imagine le corps humain comme une ville en activité permanente. Pour fonctionner, cette ville a besoin de carburant, de briques et de régulateurs. Ce sont les lipides, les glucides, les protides, les vitamines, les fibres et les oligo-éléments. Les lipides, la réserve longue durée. Les lipides sont les réservoirs d'énergie. Ils stockent beaucoup, longtemps et prennent peu de place. Un acide gras est une molécule à double personnalité. Définition clé, les acides gras possèdent à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe. L'acide gadoléique est un acide gras insaturé. Il appartient à la série oméga 9. Et son double lien CC est en isomérie 6. Ces mots-là doivent rester tels quels. Les lipides sont stockés sous forme de triglycérides. Définition piégeuse, un triglycéride est un glycéride dans lequel les 3 groupements hydroxyles du glycérol sont estérifiés par des acides gras. Donc dire un seul groupement hydroxyle est faux. Les glucides, l'énergie rapide. Les glucides, c'est l'essence immédiate. Ils ont longtemps été appelés hydrates de carbone. Cette appellation historique peut tomber en QCM. Le déglucose et le dégalactose sont des monosaccharides, pas des polysaccharides. Piège classique. Le dégalactose est un aldohexose. Il n'a pas de fonction cétone. Le dégulose est lui aussi un aldohexose. Les protides, les briques du vivant. Les protides, ce sont les briques de construction du corps. Un acide aminé est un composé bifonctionnel. Il possède une fonction acide carboxylique et une fonction amine, pas une fonction amide. Dans l'eau, les acides aminés prennent une forme très particulière. Ils deviennent des zwitterions. Image mentale, une molécule avec une charge positive et une charge négative en même temps. L'isoleucine est un acide aminé particulier. Elle possède 2 carbones asymétriques. Les acides aminés sont à la base de la composition des protéines. Certains sont dits essentiels. Les acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation. C'est pour cela que les végétariens doivent diversifier leurs apports végétaux afin d'éviter les carences. Les apports nutritionnels conseillés en protides sont de 11 à 15% de la ration calorique journalière. Les oligo-éléments et vitamines, les chefs d'orchestre. Les oligo-éléments sont présents en très faible quantité, mais ils sont vitaux. Ce ne sont pas des macronutriments, attention. Le fer est un oligo-élément minéral. Chez l'humain, il est un constituant de l'hémoglobine. Le cuivre aussi est un oligo-élément. Dire le contraire est faux. Les oligo-éléments doivent être apportés par l'alimentation.
Les vitamines hydrosolubles ne sont pas des macronutriments. Elles peuvent manquer même dans les pays industrialisés, provoquant des subcarences. Attention, elles ne s'accumulent pas et ne provoquent pas d'intoxication. La viande contient des vitamines hydrosolubles. Les fibres alimentaires, les gardiennes du côlon. Les fibres alimentaires sont présentes dans les fruits et légumes. Elles participent à la protection des cellules du côlon. Celles présentes dans l'enveloppe des fruits et légumes sont dites insolubles. Attention, elles ne sont pas exclues chez les diabétiques. Dénutrition et jeûne, le mode survie. En cas de dénutrition sévère, le corps s'adapte. Il peut fabriquer du glucose à partir d'acides aminés. C'est la néoglucogenèse. Une perte de 50% de la masse grasse est un risque vital. Le cerveau utilise normalement le glucose, mais lors d'un jeûne prolongé, il peut utiliser des corps cétoniques. Attention, les hématies, elles, ont une exigence absolue. Le maintien de l'homéostasie glucidique est vital pour elles. La survie lors d'un jeûne prolongé n'est possible que grâce à un apport d'eau et de sels minéraux. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen, et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.